Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors, une nuit de 1943, au Mont-Valérien, un jeune résistant français marche vers le poteau d'exécution. Il a les mains liées, il tremble, il sait qu'il ne reverra plus jamais les siens ici-bas. À ses côtés, un prêtre en soutane murmure quelques mots à voix basse. Ils font l'un et l'autre leur signe de croix, une absolution, une ultime prière. Le condamné, lui, transmet sa dernière lettre, ses derniers mots pour sa famille. Ce prêtre est allemand, il a un nom, Franz Stock. Alors pour cette nouvelle émission de Risque de l'Histoire, nous allons partir de cette scène répétée des centaines de fois dans l'ombre de la répression nazie. Comment cet homme venu d'Outre-Rhin, ce prêtre, est-il devenu le compagnon de route de tant de condamnés français ? Quelles sont ses origines et comment est-il devenu francophile ? Comment arrive-t-il en France dans le contexte de la guerre ? Que nous apprennent son journal de guerre, ses carnets, ses notes sur les fusillés et surtout comment celui que l'on a surnommé l'aumônier de l'enfer a-t-il pu, après la guerre, devenir un artisan de la réconciliation franco-allemande. C'est cette histoire à la fois tragique et lumineuse que je vous propose de voir avec mes deux invités. Guillaume Zeller, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, journaliste. Vous êtes spécialisé notamment sur les recherches sur les chrétiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez publié il y a déjà plusieurs années de cela ce livre à lire absolument, La baraque des prêtres, Dachau 1938-1945. Il s'agit ici de la première édition, mais nos téléspectateurs peuvent voir, donc chez Talandier, le livre de poche, donc chez ce même éditeur, dans la collection Texto, et votre, j'allais dire, actualité littéraire, mais il est sorti il y a déjà 2 ans. Oui, il y a déjà 2 ans. C'est Violette Szabo, qui est ce personnage qui est connu dans le monde anglo-saxon et qui est moins connu du côté de la Manche, de ce côté de la Manche. Violette Szabo, de Londres à Ravensbrück, une espionne face au SS. Alexis Nevieski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors vous êtes historien, docteur en histoire, vous êtes actuellement conservateur général du patrimoine et vous venez de publier le séminaire des barbelés 1945-1947, Franz Stock, au cœur de la première réconciliation franco-allemande, un ouvrage paru aux éditions Artege et donc qui est un éclairage sur cette après-guerre de Franz Stock. D'où vient l'expression de séminaire des barbelés ? C'est ce que nous allons expliquer dans cette émission. Alors je me tourne vers vous, Guillaume Zeller, peut-être quelques éléments biographiques afin de voir cette période essentielle que fut à la fois la guerre mondiale, l'occupation allemande, mais aussi l'après-guerre. Qui était Franz Stock avant la guerre ? Quelles sont les grandes étapes de son enfance en Allemagne et de sa formation de prêtre catholique ? Alors, je répondrai évidemment sous votre regard de spécialiste, mais peut-être quelques éléments tels que je les ai en tête. 1904, sa naissance. Il arrive au monde dans une famille humble, qui n'est pas dans l'indigence ni dans la gêne, mais une famille d'une grande humilité, d'origine paysanne. Il naît dans les contreforts de la Ruhr, dans un village petite ville qui s'appelle Neheim, famille d'origine paysanne, mais son père, comme beaucoup à l'époque, se convertit dans la petite industrie locale qui devient florissante à la fin du 19e. Il a un métier, il est graveur sur des petites pièces de ferronnerie dans cette ville où la spécialité c'est l'industrie de la lampe notamment. Mais alors lui va se spécialiser, je crois, ensuite dans l'industrie des chausse-pieds. Il va graver le sigle, on dirait aujourd'hui, de la petite entreprise locale sur les chausse-pieds. Bon, c'est un peu réducteur. Notre Franz Stock est l'aîné d'une famille de 9 enfants. C'est une famille qui va être éprouvée, il va y avoir beaucoup de morts en bas âge. Il est élevé très, très pieusement, c'est une famille très catholique, c'est une région d'Allemagne même ultra-catholique. Il y a la Bavière, la Rhénanie, ce coin de Westphalie. Les études montrent qu'à l'époque, la population est quasiment homogène en termes de foi, c'est la foi catholique. Le Kulturkampf de Bismarck est passé par là, mais avec des résultats assez mitigés. Le Kulturkampf, c'était la lutte contre l'influence catholique en Allemagne.
Oui, c'est vraiment des grands éléments de la politique polémique peut-être, mise en place par Bismarck pour lisser du point de vue culturel, pour réaliser l'unité allemande sous un prisme essentiellement, en tout cas, j'allais dire protestant, c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas non catholique, prussien. Voilà. Merci beaucoup Christophe, c'est beaucoup plus ça. Donc voilà ce qu'on peut dire de son enfance, c'est un gentil garçon, il ne brille pas spécialement à l'école locale, donc une fois de plus, il grandit pieusement, sa mère, comme dans beaucoup de ses familles, a un rôle important pour transmettre la foi. 1914, c'est la guerre, il a 10 ans, il va en sortir adolescent à l'âge de 14 ans. Ça m'intéressait d'avoir votre point de vue. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur cette période de la guerre de 14-18. On sait quand même que le père est mobilisé. Je ne suis pas sûr qu'il aille d'ailleurs dans une unité de mêlée forcément. Je n'ai pas d'écho d'une guerre de tranchées menée par monsieur Stock. En tout cas, il n'est pas là. La maman de Franz travaille, retourne un petit peu à la campagne, j'allais dire, pour avoir quelques activités. Et Franz lui-même aurait contribué à travailler aussi pour faire vivre un peu la famille par des petits travaux, etc. Alors, c'est une hypothèse, je n'ai pas réussi à la vérifier complètement, mais ça expliquerait qu'en fait, il prend pas mal de retard dans sa scolarité, oui. Puisque si mes souvenirs sont bons, il va passer son abitur, c'est-à-dire son bac en 1926. Et donc, il aura 22 ans. Donc, il y aurait peut-être quasiment presque 3 ans de retard si on estime que 18 ans est l'âge de l'abitur. Voilà, en tout cas, ce n'est pas un enfant qui va très très vite. Et voilà, donc 1926, l'abitur de Franz Stock. Alexis Neviaski, vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'a dit Guillaume Zeller ? Donc en 1926 aussi, c'est sa découverte de la France, puisqu'il va à Bierville, qui a un congrès catholique. Et l'année d'après, en 1927, c'est le premier étudiant allemand qui arrive pour étudier donc, au séminaire des Carmes, qui est tenu par celui qui sera Monseigneur Verdier. Donc en fait, il a déjà une attache avec la France et un amour de la France qui naît juste après ses études. Alors c'est intéressant parce que en 1923, il y a l'occupation de la Ruhr, et la Ruhr est un point de conflit entre la France et l'Allemagne. Lui, et c'est très important pour la suite, il a comme une disposition francophile et il croit en l'amitié franco-allemande dès, je ne vais pas dire son plus jeune âge, mais dès les années 20. C'est assez je vous rejoins, c'est assez difficile de remonter vraiment finement sur l'enfance de Franz Stock et sur toute sa partie d'adolescence. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, en fait, je pense aussi qu'il est supra. Il a un côté un peu supranational parce qu'il est catholique. Oui. Et que pour lui, qu'on soit catholique, il y a le Rhin, mais finalement le Rhin n'est qu'une frontière géographique, c'est pas une frontière culturelle, spirituelle. Et donc il va à Bierville, et à Bierville, il tombe amoureux véritablement de la France, puisque l'année suivante, il demande à aller, c'est le premier Allemand qui arrive après la Première Guerre mondiale au séminaire des Carmes à Paris. Donc c'est une vocation, il sent très vite sa vocation, c'est une vocation de jeunesse ou qu'est-ce qu'on sait exactement de son engagement religieux ? Il le sait en effet assez vite puisque dès 24-25, il commence à faire part à ses parents de son souhait de la vie consacrée. Il pense d'ailleurs à entrer dans un ordre religieux. On ne sait pas encore s'il pense aux franciscains, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, il y a une hésitation, quelques discernements, et finalement, il va se destiner à devenir prêtre diocésain. Donc, il entre au séminaire de Paderborn. À l'époque, là aussi, je vous rejoins, on a du mal sur ces années à comprendre quelles sont les influences. Alors, il y a Bierville, évidemment, en 26, qui va jouer un rôle très clair, mais il est déjà très engagé dans la voie du séminaire. On sait qu'au lycée, une fois plus, c'est pas un très bon élève, il est juste très bon dans une discipline qui est le dessin. C'est un artiste, fondamentalement, mais en mathématiques, par exemple, il n'est pas très bon. Quelques-uns de ses biographes indiquent quand même que c'est là où il a ses premières lectures. Il y en a une, on cite souvent Benoît XV. Les encycliques de Benoît XV sur la paix l'auraient beaucoup marqué et pourraient expliquer ses engagements ultérieurs en 26. En faveur de la paix. Ouais. Bierville, c'est le sillon, c'est Marc Sornier, c'est vraiment, on pourra en reparler. Benoît XV, est-ce qu'il commence déjà à lire Romano Guardini, ces auteurs-là ? On ne sait pas encore, mais il y a encore du travail à faire sur ces années de basculement, de discernement. Mais en tout cas,
On ne peut pas dire non plus que ça soit une vocation, on n'a pas une hagiographie, une légende dorée où le petit Franz, tout petit, était déjà en adoration devant son crucifix tous les soirs. Ça, on ne peut pas l'attester. Alors, il s'investit, en fait, il s'engage dans des mouvements pour la paix entre la France et l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Oui, typiquement Birville avec Marc Sagnier, mais je ne connais pas très bien son passage avant 1926, mais pour arriver à Birville, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui arrive de façon assez annuelle, ces congrès, et il y a de plus en plus d'Allemands. Et à Birville, c'est la première fois où il y a je crois qu'ils sont 4 ou 5 000 Allemands sur à peu près une 15 ou 20 000 personnes, et donc il commence à y avoir un élan. Donc je pense qu'il a suivi un élan, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il y a... Oui, Guillaume Zeller ? J'allais dire que l'itinéraire de Franz Stock s'inscrit vraiment dans un mouvement qui prend plusieurs formes, qui est polycéphale en Allemagne, voire dans le reste de l'Europe, qui va donner un petit peu tout. C'est-à-dire que c'est vraiment cette grande époque après la guerre. Alors il y a évidemment la légende du coup de poing dans le dos, enfin du coup de poignard dans le dos qui va nourrir directement le national-socialisme et créer les troubles que connaît l'Allemagne à l'époque. Et puis il y a cette espèce de renouveau qui est très orienté sur la nature, sur la marche, sur la fraternité, sur le chant, sur les danses populaires, etc., qui va donner des choses, on appelait ça les mouvements völkisch, donc ça pour le coup dénué de toute dimension religieuse, où en effet des jeunes partent sac au dos pour aller chanter les vieilles chansons prussiennes, bavaroises, rhénanes ou autres. Et il y a un peu la même chose, la même déclinaison du point de vue chrétien. Et donc là, il y a un mouvement, alors c'est très drôle, qui s'appelle le mouvement Quickborn. On pourrait croire que c'est un anglicisme. Et en fait, non, en allemand, Quickborn, ça veut dire fontaine pétillante. C'est assez joli. Très influencé par la pensée de Guardini, et dans lequel va se retrouver notre ami Franz Stock. Il va s'engager beaucoup dans ce moment de Quickborn avant de rejoindre des initiatives transnationales auprès notamment du sillon, en tout cas du mouvement de Sangnier, qui va donner ensuite les auberges de jeunesse. Mais donc on a ces versions, j'allais dire, païennes, qui va donner les Wandervögel, tous ces mouvements-là qui vont peut-être aussi influencer les jeunesses hitlériennes plus tard. Et il y a cette lecture chrétienne des choses, pas très loin du scoutisme d'ailleurs. Par certains aspects. On reparlera de lui, mais Joseph Follier, qui sera un grand ami de Franz Stock, va écrire ou publier dans une revue qui s'appelle L'Appel de la route. Voilà, ça veut tout dire. Donc il y a un peu tout ça. Et du point de vue de la réconciliation franco-allemande, pour ceux qui ont vu Le Rayon et les ombres, moi j'étais assez frappé en relisant des choses sur l'amitié franco-allemande. C'est un peu, Franz Stock, lui, est dans le version chrétien de ces organisations qu'on peut voir dans ce film remarquable, où on voit Jean Lucher avec Otto Abetz, la jeunesse socialiste de l'époque, la jeunesse sioniste, etc., qui prêche aussi ce renouveau. Donc il s'inscrit dans ce mouvement, une fois plus, qui n'est pas que chrétien, mais lui est dans la déclinaison chrétienne de tout ça. Il y a quelle est la place de la communauté allemande dans les années 20, dans les années 30 ? Est-ce qu'il joue un rôle spécifique dans cet entre-deux-guerres en tant que prêtre, ni plus ni moins ? Alors, il est ordonné en 1932. Oui. En France ou en Allemagne ? Non, en Allemagne. En Allemagne pour le diocèse de Paderborn. Il est d'abord vicaire à Dortmund, dans une paroisse ouvrière. Et puis, comme il est passé par le séminaire des Carmes, et que Monseigneur Verdier, qui est devenu l'archevêque de Paris, l'a repéré, il lui demande de venir s'occuper de la paroisse allemande de Paris. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive au milieu des années 30, vers 1934, 34-35, à Paris, pour être le curé des Allemands parisiens. Parisiens, oui. Si on est dans son parcours biographique, je me permets juste de rajouter peut-être un petit élément que je trouve intéressant. À Dortmund, qui est sa première affectation comme vicaire, il est face à une population extrêmement frustre, beaucoup d'ouvriers polonais employés dans l'industrie locale. Et là se dessine chez lui aussi une fibre sociale très forte. Il va apprendre le polonais pour parler à ces hommes dont il va devenir l'aumônier pendant 2 ans. On l'a dit aussi, je reviens encore un tout petit peu en arrière, quand il était à Paris, rien que ça c'est passionnant, il va passer 3 semestres en France, à Château, comme vous le disiez. Dans ces différents logements, il va se retrouver dans des quartiers vraiment très difficiles du côté d'ici. Notamment, il va faire l'expérience de la pauvreté sociale, de la misère sociale dans la rue. Il sera très sensible. On va retrouver
dans sa réflexion des choses qu'on va retrouver dans La France, terre de mission, le livre bien connu. Il y a des intuitions qu'il voit là. Madeleine Delbrel aussi voit toutes ces choses-là. Lui va les observer comme jeune étudiant à la Cato. Il voit tout ça. Il est très sensible aussi à la question sociale. Est-ce qu'on sait comment il réagit vis-à-vis de l'évolution politique allemande en 1933, arrivée d'Hitler au pouvoir? Donc il y a ensuite le Concordat. Alors on a fait énormément d'émissions sur ces sujets, donc voilà, on ne revient pas dessus. Mais est-ce que on sait comment lui il voit les choses? Est-ce qu'on a des écrits où il montre une inquiétude face à la montée du nazisme? Alors, à ma connaissance, moi, j'ai pas vu d'écrit, mais en revanche, il a pris en tout cas, ses biographes disent qu'il a pris des positions qui sont pas celles du national-socialisme, mais que c'est pas pour ça qu'il est venu en France, qu'il a vraiment été appelé par Monseigneur Verdier, parce que c'était à peu près concomitant, qu'il avait pris des positions, mais que c'est pas que de ces positions qu'il est arrivé en France. Est-ce que... Je ne vais pas dire, est-ce qu'il fuit l'Allemagne ou est-ce que le fait d'être francophile, finalement, d'être proche de la France, ça relève d'une sorte de volonté un peu de s'éloigner de l'Allemagne? Enfin, c'est peut-être de la psychologie de... Je vous rejoins totalement. J'ai beaucoup aimé votre formule en disant des biographes disent qu'il a pris des positions. Je partage votre point de vue, c'est ce que j'ai observé moi aussi, mais j'ai vu que des biographes le disent, mais je n'ai pas vu les positions de Franz Stock. Moi, je n'ai pas vu d'écrit, je n'ai pas vu de lettres, il n'y a pas de correspondance qui indique à un moment qu'il est ce que beaucoup d'entre nous aimerions qu'il soit, c'est-à-dire un opposant engagé dans la résistance spirituelle au nazisme. Je crois qu'on ne pourra pas lui mettre cette catégorie-là. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que ça, et ça évidemment, on va le voir, ça ne diminue pas l'exception de son engagement sacerdotal après, et on ne peut pas le dire comme ça. Il a cet amour de la France qui survient en 1926 à ce congrès et qu'il transforme quand il va passer un séjour de vacances en Corrèze. Il adore la France, il aime la spiritualité française aussi, l'école française de spiritualité, il lit beaucoup d'ouvrages, Jean de Bérulle et autres, il aime les paysages de France, il aime peindre les paysages de France, il aime les Français. Et il est parfaitement francophone, donc c'est assez logique qu'au moment où il faut staffer, dirait-on aujourd'hui, horriblement, ce qu'on appelle donc la maison, la mission Saint-Boniface, c'est donc la mission allemande à Paris, on pense à ce jeune vicaire, francophile, francophone, jeune. Il ne cultive aucune idée de revanche telle qu'elle se développe dans les milieux nationalistes? Non, alors il y a une anecdote, peut-être que vous pensez à la même. Oui, allez-y. Qui est amusante. Alors, elle est un tout petit peu documentée. Donc, on va croire qu'on ne l'a pas doublement vérifiée, je crois, ni vous ni moi. Moi, pour avoir lu votre livre avec passion, et moi, parce que j'ai travaillé rapidement. Bon, bref, on a une source qui explique qu'il est à la Cato. Il est avec un camarade, ils sont deux séminaristes de Paderborn à la Cato, et il y a des lectures pendant les repas. Et un jour, la décision est prise de lire les mémoires du maréchal Foch. Grand soldat, généralissime, vainqueur de 1918, etc., grand chrétien. Et là, quand même, c'est un peu trop pour Franz Stock et son camarade. Et donc, ils vont aller voir, est-ce que c'est Verdier? J'en sais rien. En tout cas, ils vont voir le supérieur et disent, non, ça, non possumus, ne nous infligez pas la lecture de Foch quand même. Donc, c'est pas un revanchard du tout, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est l'histoire de sa vie. Il est tout le temps sur le fil du rasoir, sur la ligne de crête, entre son patriotisme viscéral, l'amour de son pays, de ses racines, etc., son amour de la France, son engagement sacerdotal et son engagement de patriote allemand. Tout ça, mais c'est pas un revanchard, non. On a des éléments au moment du début de la guerre, de ses réactions, de la façon dont il aborde les choses, avant de venir précisément à son rôle que j'évoquais en introduction? Au moment de la guerre, il rentre en Allemagne. Il reste pas, il quitte Paris et il reviendra qu'en 1940, après l'occupation de Paris par les Allemands. Donc c'est un Allemand non désiré en France, donc il repart en Allemagne. Est-ce qu'il devient aumônier? Est-ce qu'il a un rôle au sein des armées? Est-ce que d'ailleurs il y a une aumônerie dans l'armée allemande à cette époque? C'est difficile de le dire. Il n'est pas mobilisé. Il n'est pas mobilisé. À ma connaissance, il n'est pas mobilisé. Ça pourrait s'expliquer par ses problèmes de santé. Donc, à ma connaissance, il n'a pas été mobilisé dans l'armée allemande. Non, il n'est pas mobilisé. Alors, en effet, c'est important de le souligner. Sa santé est fragile. C'est un homme il est très actif, mais il a une santé fragile. Il parle beaucoup de problèmes d'asthme, notamment à l'époque. Et on va voir très vite qu'il a des problèmes de cœur.
Donc ça, on va évidemment développer ce point de vue-là ensuite. Mais en effet, il est expulsé, enfin il part de France, il n'est pas expulsé, mais il part de France très vite après la déclaration de septembre 39. On sait qu'il revient en juillet 40, Juillet 40, oui. Entre les deux, on n'a pas beaucoup, très sincèrement, d'éléments. C'est que son frère Heinz est mobilisé dans la marine, dans la Kriegsmarine. Mais en effet, on a guère d'éléments. C'est en effet qui revient en juillet 40 à la mission allemande à Paris, donc qui est rue Laumont, dans le quartier latin. Il sera très vite accompagné par sa sœur, Franziska, qui sera un peu sa secrétaire pendant des années. Et c'est là que démarre le cœur de son épopée sacerdotale. Comment, dans quelles circonstances est-il nommé aumônier des prisons parisiennes en pleine occupation allemande? Comment se fait-il qu'on aille chercher ce prêtre et qu'on lui dise tu seras aumônier des prisons parisiennes? Qui d'ailleurs prend la décision? Est-ce qu'on sait qui prend une telle décision? Est-ce que c'est le diocèse de Paris ou est-ce que ce sont les autorités politiques? C'est difficile de le dire. Alors là aussi, problème d'archives, rien n'est très clair dans l'histoire. Donc si on repositionne les faits, il revient à l'été 1940, recteur de la mission allemande à Paris. Mission allemande à Paris, c'est la paroisse des Allemands de Paris, pour aller vite. Sauf que là, évidemment, les ouailles ont un peu changé. Et en juillet 40, ce sont beaucoup des employés de l'ambassade de France en Allemagne, des états-majors. Et là, il va faire des cérémonies, des activités culturelles. Il y a quelques enfants qui sont là, donc il va faire de la catéchèse pour les enfants des officiers allemands du coin. Et puis en effet, arrive ce moment où il bascule. Il y a quelques éléments de correspondance qui laissent penser qu'il a brigué ce poste, parce qu'une fois de plus, francophone, francophile, et surtout, il va falloir qu'on entre dans le sujet, c'est animé d'une immense charité. Donc sa préoccupation, c'est de venir au secours des âmes. Je crois qu'on ne l'a peut-être pas encore assez dit. C'est déjà, on sent que c'est un grand prêtre. Il veut aller porter secours aux plus malheureux. Que s'est-il passé ensuite? Alors, il dépend, lui, de l'archevêque de Cologne. Son autorité à lui, c'est l'archevêque de Cologne à l'époque. Je ne crois pas que ce soit l'évêque de Paderborn. Il relève directement de Cologne. Il y a une aumônerie pour le Gros Paris, en effet, qui est là, qui intervient. Il a des contacts avec les autorités ecclésiastiques parisiennes également. Mais on sait qu'il y a tout un problème. Est-ce qu'il va intervenir comme aumônier en uniforme, ce que souhaiteraient les autorités militaires et SS ou SS allemandes, ou est-ce qu'il va intervenir en soutane, comme un prêtre diocésain? Et il va réussir à intervenir en soutane avec un brassard de la Croix-Rouge. Donc il y a des tractations qui ne me permettent pas de répondre précisément à votre question, in fine. Là aussi, il y a encore un petit flou, me semble-t-il, dans ce parcours-là. On n'arrive pas à bien comprendre comment il devient aumônier de 3 prisons, le Cherche-Midi, la Santé, Fresnes. Oui, c'est un peu l'art du possible. Il essaie, en dépit des autorités, de se frayer un chemin et de bien paraître finalement, de garder sa soutane, d'avoir ce brassard de la Croix-Rouge. Si je peux intervenir sur ce sujet, parce que dans les années 60, il y a un prêtre allemand qui s'appelle le Père Brasse, qui était lui-même prisonnier, qui est resté, on en parle peut-être après, qui fait un témoignage et qui dit que, en fait, c'est à la fois les autorités allemandes et le diocèse de Paris qui trouvent un intérêt à ce qu'il soit l'aumônier de prison, parce que les prêtres français n'arrivent plus à rentrer dans la prison. Donc du coup, ça permet d'avoir un prêtre, et il est déjà en très bon terme avec le clergé parisien. Et puis pour les Allemands, c'est quelqu'un qui est sûr, parce qu'il est allemand. Donc en fait, il y a déjà... c'est la personne idoine. C'est la personne, en tout cas, qui fait consensus des deux côtés. Donc moi, je ne sais pas s'il a forcément été d'accord volontaire, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a eu deux appels de deux côtés différents qui fait que finalement, il prend cet apostolat qui lui prend de plus en plus de temps, parce qu'au début c'est une journée. Et puis en fait, plus le temps passe, plus il y a de prisonniers, et plus ça lui prend, et à la fin, ça lui prend 5 jours ou 6 jours sur 7. Donc ça prend vraiment le pas sur son ministère d'aumônier des Allemands de la place de Paris. Qu'est-ce qu'on sait de son quotidien d'aumônier? Comment accompagne-t-il les prisonniers, les résistants, les otages, jusqu'aux exécutions du Mont Valérien?
Alors là, en effet, ça pourrait être plusieurs émissions. C'est évidemment la partie peut-être la plus poignante, sauf que moi, en lisant votre livre, j'ai été quand même émerveillé par ce qu'il a fait. Ensuite, on en parlera du séminaire des barbelés. Je rebondis juste sur le propos, un instant. Allez, je vous en prie. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce que vous dites est parfaitement juste, mais ça laisse aussi, ça confirme que je pense que Franz Stock n'a pas pris de grande position anti-nazi, pour dire les choses simplement, auparavant. Jamais il aurait pu accéder à ses fonctions s'il avait fait une seule déclaration ou un seul écrit hostile au Troisième Reich. Ce qui ne veut pas dire qu'il en est le partisan, attention. Exactement, mais je pense, et cette prudence, on va la voir partout, et cette prudence peut approuver ou non la méthode, elle va porter beaucoup de fruits. C'est ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup de fruits. La prudence, c'est aussi l'action. Oui, c'est assez évangélique. La ruse du... C'est quoi la ruse du... Non, la prudence, la douceur de l'agneau et la ruse du serpent. Et la prudence du serpent. Et la prudence du serpent. Bon, c'est toujours une phrase qui trouble, mais il y a un peu de ça. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur la question de cet épisode. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Vous le dites au début, c'est une journée par semaine, et ça va devenir de plus en plus prenant, l'accompagnement des prisonniers et des condamnés à mort, qui sont évidemment la conséquence logique des choses. Alors, quelle est la source peut-être? On travaille à partir de quoi? On travaille à partir de son journal. Son journal était un espèce de serpent de mer, j'allais dire. On savait qu'il existait, certains en avaient vu des bribes, on savait qu'il a été probablement déposé aux archives du diocèse de Paderborn. Et finalement, il a été ouvert à la consultation en allemand, enfin publié en allemand et traduit en français aux éditions du Cerf. Donc c'est le journal de Franz Stock, et c'est un document exceptionnel. Qui retrace jour après jour son activité de 1942 à 1944. Il n'y a pas d'éléments sur l'année 41 alors qu'il est déjà très actif. Donc, et j'ouvre simplement le sujet, son activité c'est d'aller en effet visiter les prisonniers. J'ai été prisonnier et vous m'avez visité. Donc c'est ce qu'il va s'acquitter avec une grande régularité dans les 3 établissements dont on a parlé. Ça consiste évidemment à rencontrer les gens, à leur proposer le secours des sacrements, l'accompagnement spirituel, les consoler. C'est officiellement une mission d'aumônier, et c'est ce qu'il veut donner à croire aux autorités allemandes, c'est qu'il ne fait que ça, accompagnement spirituel des gens. Très rapidement, il est aussi amené à accompagner les condamnés à mort et les suppliciés. Première victime accompagnée, c'est Jacques Bonsergent, station de métro parisienne aujourd'hui. Malheureux ingénieur de 28 ans, arrêté par les autorités allemandes dans une sorte de rixe qui n'est pas très claire. On n'a rien à lui reprocher, mais les autorités veulent faire un exemple. On exécute Jacques Bonsergent. C'est le premier homme qui accompagne l'abbé Stock. Et donc les choses vont aller s'amplifiant. Et alors, évidemment, quand on lit le journal, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est plus une journée par semaine, ça peut être 3 jours, 4 jours par semaine. Inlassablement, il parle de la rue Laumont pour aller dans les 3 établissements, en voiture parfois, mais aussi en vélo, en métro, par tous les moyens. Donc il va dans les établissements, et puis il va sur les champs d'exécution, au Mont-Valérien essentiellement, sur le champ de tir de Ballard, où il y a beaucoup d'exécutions, on le sait moins, mais c'est quand même c'est le 2e endroit où on exécute les prisonniers. Et c'est des volumes faramineux, si j'ose parler de volumes. 15 exécutions, 30 exécutions, et donc il va subir ça jusqu'au mois d'août 1944. Il n'y a pas une semaine où il ne reçoit pas un message en disant demain une exécution, 2 exécutions, 10 exécutions, 15 exécutions. Au total, entre 700 et 1000 personnes accompagnées. Je dis, il y a un petit flou, parce que son journal permet de très bien documenter ce qui s'est passé au Mont-Valérien, mais il y a cette année 41, il n'y a pas beaucoup d'informations, puisqu'il n'a pas tenu de journal. Peut-être, mais 1000 personnes à suivre, plus d'1 exécution par jour en moyenne, et des grands noms. Honoré d'Estiendorf en 41. On peut citer les Manouchian. Alors, tous les frères Manouchian qu'on dit communistes, etc. Ils sont entrés au Panthéon. Exactement, mais Isaac Manouchian se confesse et communie avant son exécution. C'est Gabriel Péry, le député communiste, les 5 martyrs du lycée Buffon, et une foule d'anonymes. C'est colossal, c'est glaçant. Et je m'arrête là, ensuite, quelques anonymes, des personnes qui sont jugées, exécutées. Il faut aussi des choses en plus, si je peux me permettre, c'est que non seulement il assiste à l'exécution, ce qui est déjà très éprouvant, mais il va jusqu'au cimetière. Et dans son journal de guerre, pour les familles, il explique où sont enterrés le mari, le père, le frère, le fiancé. Et donc, il va jusqu'à la tombe. Et quand le corps est mort,
lui, il est là encore, hein, et il l'amène jusqu'en terre. Ça, c'est sa première activité, donc, et ça va avoir des conséquences aussi, je pense, pour la suite. La deuxième chose qu'il fait, c'est que non seulement il voit les prisonniers, mais il voit les familles des prisonniers. Et il fait le lien entre... donc c'est pour ça que vous avez tout à fait raison. On croit qu'il fait que de l'aumônerie et qu'un soutien spirituel, mais il fait aussi un soutien humain aux familles. Donc il fait le lien entre les familles et les prisonniers, et il amène aussi, et il fait le lien entre, d'une certaine manière, le diocèse et les prisonniers, puisqu'en fait, il leur amène des livres qui sont donnés par le futur Monseigneur Rodin. Donc en fait, il a une activité d'aumônier, mais il va quand même très loin. Oui. Donc il tisse des liens. Est-ce qu'il a le temps de tisser des liens avec les condamnés et donc avec ses familles? Est-ce qu'on sait si après guerre, il sera visité par ses familles afin d'en savoir davantage sur ceux qui sont morts? Ah oui, alors des témoignages, il y a Destendorf qui fait une très belle lettre avant de mourir à l'abbé Stock, où il dit qu'au début, il l'avait vu juste comme un prêtre, mais qu'en fait, c'est devenu un ami. Oui. Il y a Edmond Michelet, qui, donc, je vous disais qu'il faisait le lien entre la famille Michelet et Edmond Michelet. Quand Edmond Michelet sera ministre et que Franz Stock sera encore derrière les barbelés, il viendra le voir au 14 juillet 1946. Et dans le livre, je relate aussi que plusieurs familles ont encore besoin de comprendre, de voir, et qu'il est assez souvent sollicité. Et les gens viennent jusqu'à Chartres pour savoir comment vraiment ça s'est passé. Donc, effectivement, jusqu'après, quasiment jusqu'à sa mort, il est encore en lien. Et d'ailleurs, ça lui a même sauvé la vie à un moment, parce que quand il est... Bon, on passe à la fin de la guerre, il s'occupe, il refuse de partir, il reste pour s'occuper des blessés dans l'hôpital Cochin. Et à un moment, les résistants arrivent et ils veulent passer par les armes des blessés parce que ce sont des Allemands. Et il y en a un qui reconnaît Franz Stock, qu'il avait vu à Fresnes, et il dit bah non. Et en fait, il protège tout l'hôpital. Donc en fait, oui, il a vraiment tissé des liens personnels avec beaucoup de gens. Quand vous dites que les familles iront le voir à Chartres, c'est parce que le fameux séminaire des Barbelés, il ira à Chartres, il sera à Chartres et il y restera plusieurs années. En fait, les carnets, les notes de Franz Stock, c'est un outil absolument incroyable pour l'historien, parce que finalement, c'est ce qui a aussi permis de reconstituer la liste des figiers du Mont Valérien, on peut le dire? Alors, il y a eu d'autres sources, mais en effet, c'est une source remarquable, puisque, comme vous le disiez, tout est l'heure de l'exécution, le nombre de personnes exécutées, le nom, le prénom, l'adresse et l'emplacement dans le cimetière de Thiais, de la Garenne, de Ballard, peut-être pas Ballard, non, mais enfin, quelques cimetières de la région parisienne. Donc, effectivement, c'est très bien documenté. On peut avoir un petit regret, c'est que, toujours très prudent, Stock ne met quasiment jamais aucune appréciation sentimentale. Sauf tout ce qui peut toucher au domaine sacerdotal, c'est-à-dire qu'il peut se réjouir d'une belle confession, de quelqu'un qui arrive paisiblement, si on ose dire, devant l'un des 5 poteaux du Mont Valérien. Il relate aussi ceux qui ne veulent pas, qui sont rétifs. Alors il y a des gens qui sont affolés, pas tant que ça, mais il y en a. Il y a des communistes surtout qui sont jusqu'au bout, vive Staline, vive Torres, vive l'Internationale, etc. Non, monsieur le curé, j'en veux pas, etc. Mais Stock va quand même les voir, et alors là, vraiment... il ne distingue pas, quoi. Il va vraiment voir tout le monde, juifs, athées, communistes, parce qu'il y a beaucoup de juifs aussi qui sont envoyés comme otages pour être fusillés là. Et donc il ne trie pas, il propose son assistance à tout le monde. Universel. Et parfois il y a des surprises extraordinaires. Donc, je vous parlais des Manouchians, c'est quand même pas évident que Isaac Manouchian demande la confession et la communion à la fin. Il baptise beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se font baptiser à Fresnes ou au Cherche-Midi quelques jours ou quelques heures avant son exécution, qui confesse à tour de bras. Il y a toute une chose à faire sur les sacrements. Mais en effet, son journal, c'est une source extraordinaire, c'est une source quantitative. Pour le qualitatif, il faut aller chercher les témoignages. Vous parliez de Destendorf, de Michelet. Moi, je suis venu avec un petit livre que j'adore. Vous me permettez? Oui, je vous en prie. Extrait. Oui. L'auteur s'appelle Georges Enoch, c'est un prêtre, ancien aumônier de Saint-Cyr, comme un homme de fort caractère, qui était dans les tranchées en 14, vraiment, et impliqué dans les réseaux de résistance. Vraiment une personnalité très forte. C'est pas une grenouille de bénitier, mais il est prêtre. Il raconte, il est à Fresnes, donc en août 1944.
Ce même jour, 2 août, je vis entrer M. l'abbé Stock, aumônier général des prisons allemandes. Dans toute l'horreur vécue, parmi les visages de démons qui m'entourèrent tout au long de ma captivité, la figure de ce prêtre, si réellement évangélique en même temps que profondément humain, quoiqu'appartenant à ce peuple inhumain, ne peut se présenter à mon esprit sans m'émouvoir. Il fut vraiment le bon samaritain de notre misère matérielle et surtout morale. C'est beau, hein, venant d'un prêtre de ce caractère. Voilà, l'abbé Georges Enoch, qui sera déporté à Dachau. Alors, il nous reste 15 minutes. On va passer à la fin de la guerre, au tournant de 1944. Comment se déroule la capture d'abord de Franz Stock par les Américains en 1944, puisqu'il est allemand et il est vu comme un ennemi. Et après, dans quel contexte est-il choisi pour diriger un séminaire de prisonniers allemands en France ? En fait, on a du mal à se dire, dans un tel contexte, on va fonder un séminaire de prisonniers allemands en France. Alors, donc effectivement, hein, il est resté à l'hôpital Cochin, il est prisonnier par les Américains, même si son statut militaire n'est pas déterminé, et il est envoyé dans un camp de prisonniers dans la Manche. Monseigneur Rodin, donc, qui s'occupait des prisonniers de guerre français pendant la guerre, avait eu la volonté, avec l'aide de Vichy, mais ça n'a jamais marché, de rassembler les prisonniers de guerre français en Allemagne pour faire un séminaire. Et il va faire en France ce qu'il aurait aimé faire pour les Français en Allemagne. Donc il convainc. Alors c'est un peu compliqué d'expliquer comment ça s'est passé, c'est assez long. On renvoie les téléspectateurs et les auditeurs de KTO Radio. Il convainc les autorités militaires françaises, Monseigneur Rodin, hein, donc, qui s'occupe de l'aumônerie des prisonniers de guerre, de faire une branche allemande de cette aumônerie et de regrouper les prisonniers de guerre qui sont séminaristes ou religieux dans un camp pour continuer leur formation et que, vu du côté de l'Église, il puisse y avoir l'Église d'Allemagne de demain, puisqu'elle a été décimée par les nazis, et du côté français, donc des autorités militaires, ils voient ça d'un bon œil parce que finalement, c'est une forme de dénazification de la population allemande. Donc en fait, les deux esprits convergent. Alors, il y a plein de difficultés politiques, économiques, etc. Mais en tout cas, il faut un directeur pour ce séminaire. Et assez vite, le nom de Franz Stock sort, sauf qu'il fallait le rechercher dans son camp de prisonniers, et ça, c'est pas si simple. Et par personne interposée, finalement, ils arrivent à relocaliser Franz Stock et ils lui demandent d'accepter de prendre la tête de ce séminaire, ce qui n'est pas si simple pour lui, parce que comme vous l'avez dit, il ne se considère pas comme étant à la hauteur de la tâche, il n'est pas docteur, or pour être directeur d'un séminaire, il faut être professeur, il n'est pas professeur. Oui. Il se dit aussi qu'il est dans un camp de prisonniers qui a besoin de prêtres, et que si jamais il part, il y aura moins de prêtres aussi dans les camps. Donc c'est une réponse qui n'est pas si facile, et puis finalement, il se jette dans l'aventure, et il donne son accord pour rejoindre ce séminaire qui est encore qu'un embryon. Et la guerre n'est pas terminée. Et la guerre n'est pas encore terminée. Voilà. On n'a pas trop parlé finalement de sa personnalité. Vous avez dit que c'est un artiste, c'est pas vraiment un intellectuel, et pourtant il se retrouve à la tête d'un séminaire. Est-ce que c'est un bon directeur de séminaire? Est-ce que c'est un bon gouvernant? Est-ce qu'il avait malgré tout les qualités pour les qualités pour diriger ce séminaire? En tout cas, c'était la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc rien que pour ça, il avait toutes les qualités. Ensuite, avec le temps, comme vous l'avez dit, il est malade. Donc il va devoir pas mal s'absenter, il va être hospitalisé, il va devoir faire des temps de repos. Et on va lui adjoindre quelqu'un qui est peut-être plus... lui, c'est un agneau. Et quelqu'un qui est peut-être plus ferme, parce que parfois avec les séminaires, il faut peut-être être plus ferme. Donc il aura un adjoint à partir de janvier 1946. Il faut toujours avoir un bon numéro 2. Qui sont ces séminaristes allemands, prisonniers de guerre, qu'ils forment à Chartres? Et est-ce qu'on sait comment lui, Franz Stock, a réagi à cette nouvelle mission, ceci après avoir accompagné des résistants français fusillés? Est-ce que finalement il est mu par cette vertu qu'est l'espérance de construire demain
un monde meilleur que ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent? Alors, je ne sais pas si c'est construire un monde meilleur, mais en tout cas, il est profondément prêtre. Et il écrit dans une de ses lettres qu'il se réjouit de former des prêtres et de participer à la formation de prêtres pour son pays, qui en a besoin. Donc, je pense que son désir profond, c'est de former de bons prêtres pour l'Allemagne. Il n'est pas dans une question politique, il n'est pas du tout là-dessus. Ce sont les séminaristes, donc il va y en avoir au total à peu près 950, 949 qui vont passer, avec des profils très différents. Certains sont diacres depuis qu'ils ont été mobilisés, donc ça fait 5 ou 6 ans, et qui ne sont toujours pas prêtres. Certains étaient encore au lycée quelques mois avant, ils ont été sortis du lycée pour aller servir notamment dans l'artillerie anti-aérienne, et en fait ce sont des jeunes enfants. Donc en fait il y a une multitude de parcours. L'un d'eux va mourir et c'était un orthodoxe. Donc il y a une multitude de parcours, c'est vraiment très très hétérogène, et toute la difficulté, toute la réussite, c'est d'avoir fait de ce séminaire quelque chose d'homogène, tant parce que les profils sont vraiment très différents, que les moments où les gens sont dans leur vocation est très différente, et qu'ils rassemblent en fait l'Allemagne, mais c'est un peu comme si on rassemblait un peu tous les séminaires de France en un endroit, quoi, avec des mentalités différentes. Vous pouvez intervenir, hein, Guillaume Zeller. Non, mais peut-être quelques éléments qui m'ont frappé. Je n'aurais pas la prétention d'être complémentaire, parce que c'est... Mais des éléments qui m'ont frappé. Le séminaire des barbelés. Ouais, c'est... moi, ce qui me touche, parce que vous avez la gentillesse de rappeler, moi j'ai travaillé sur la baraque des prêtres à Dachau. Hein, c'est un peu ces chrétiens qui se retrouvent dans un univers carcéral, moins violent pour peut-être à Chartres qu'à Dachau, bien sûr, mais il se passe des choses tout à fait étonnantes. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que moi je suis toujours, la personnalité de Franz Stock reste pour moi une énigme. J'ai vraiment le plus grand mal à le cerner, et je vous rejoins totalement en fait sur cette belle façon de le présenter. C'est vraiment un prêtre de Jésus-Christ. Il est avec son charisme inégal, sa santé inégale, son énergie inégale, son intellect inégal, etc. Mais il est vraiment, c'est un prêtre de Jésus-Christ. Ceci dit, attention, c'est pas un intellectuel, mais c'est très intéressant de voir notamment toutes les conférences qu'il fait quand il est à Paris aumônier, et qu'il va continuer à faire après à Cherbourg ou à Chartres. Il va quand même vous faire des conférences sur Rilke, sur Pascal, j'en ai parlé, sur l'école française de spiritualité. Avec ses confrères, il a des débats pour savoir s'il est possible d'avoir une appréhension ou une compréhension de Dieu. Pendant la nuit entière, ils sont plongés dans des débats de philosophie, de théologie. Non, c'est loin. Il est très formé. Il a dû être très bien formé à Paderborn. L'autre point sur lequel je voulais me permettre d'insister, je voulais insister tout court, c'est aussi les conditions matérielles dans lesquelles tout ça se fait. Alors évidemment, les choses ont évolué, mais au début, et notamment la première expérience, alors ce qu'il va vivre à Cherbourg, c'est pas un séminaire, mais Orléans, puis Chartres, c'est sommaire, pardonnez-moi d'être commun comme les choux, mais sommaire de chez sommaire. C'est vraiment la soupe est infâme, il fait froid, les gens sont empilés les uns sur les autres, ils sont mal vêtus, les couvertures sont sales, etc. Ils travaillent dans des conditions quand même de pauvreté, en tout cas de précarité, très très fortes. Oui, au début, ils n'ont pas de papier. Donc en fait, quand ils peuvent prendre des courses, c'est du carton, et c'est sur... Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de meubles. Donc effectivement le début est très compliqué, et d'ailleurs à un moment, même Franz Stock dit à un moment, maintenant il faut nous aider parce qu'on va devoir arrêter, c'est pas possible. Et l'enseignement est en allemand ? L'enseignement est en allemand, oui. D'accord. En quoi le séminaire des barbelés peut-il être considéré comme un laboratoire de réconciliation franco-allemande, puisque c'est ce que vous expliquez dans votre livre, mais aussi de reconstruction spirituelle. Alors je pense que la reconstruction spirituelle, elle est facile à imaginer, mais la réconciliation franco-allemande moins. Et puis comment Franz Stock travaille-t-il concrètement à changer le regard de ses futurs prêtres allemands sur la France, la démocratie, mais aussi la responsabilité de leur pays dans la guerre? Voilà, il y a beaucoup de questions. Il vous reste 7 minutes. Oui, donc par où commencer? Sur
Sur la... vous pouvez répéter Alors, la première question, c'est en quoi le séminaire peut être considéré comme un laboratoire de réconciliation? Alors, c'est un petit peu étrange parce qu'effectivement, le séminaire, les Allemands sont derrière les barbelés, donc on pourrait dire qu'ils n'ont pas de contact avec l'extérieur. Néanmoins, il y a d'abord, on a parlé de la précarité, il y a des collectes qui sont faites pour les aider. Donc par des ordres religieux, par des séminaires, il y a l'évêque de Chartres qui est très bienveillant, qui la première fois qu'il les voit leur dit « mes enfants ». Et donc ça, c'était un choc pour eux parce qu'en fait, ils avaient un père. Le commandement militaire français est très bienveillant. Quand ils arrivent à Chartres, le commandant qui s'appelle Gourou arrive et les salue et leur fait un discours vraiment de bienveillance. Donc ils ont le sentiment quand même qu'il y a toute une bienveillance et qu'ils ne pourraient pas être là si jamais il n'y avait pas cette bienveillance. Et pour prolonger l'histoire, parmi ces 949, certains vont devenir évêques, et l'un d'eux, qui s'appelle Émile Stihl, va recevoir l'anneau épiscopal de Monseigneur Arsquet, quand il sera lui-même évêque en Allemagne. Et donc on voit qu'il y a quand même une transmission de la pensée, une transmission spirituelle. Il raconte aussi, les séminaristes, que donc il y a des ordinations dans ce séminaire par un évêque français qui appelle des Allemands, alors qu'il y a un évêque allemand de passage, et que donc en fait, il voit que l'Église est vraiment universelle, et que l'université de l'Église dépasse finalement les questions, on parlait de frontières tout à l'heure, les questions de frontières. Et ça perdurera après la guerre, puisque ces séminaristes former une association qui viendra très souvent en France. Ils sont aussi très en contact avec l'abbé Jonner, qui était un petit peu le secrétaire général qui organisait la vie matérielle Donc en fait, et d'ailleurs, Saint Jean XXIII le dira, il dira que ce séminaire, c'est vraiment la réconciliation de la France et de l'Allemagne, et c'est un honneur pour l'un comme pour l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Monseigneur Roncalli, nonce apostolique en France à l'époque, futur Jean XXIII, est venu une fois certainement, mais il est plusieurs venu 4 fois. 4 fois. Il a ordonné 2 prêtres. Il est venu 4 fois, il a ordonné 2 prêtres. Et en fait, il était le supérieur, entre guillemets, canonique du séminaire, puisqu'en fait, l'évêque français ne pouvait pas être supérieur des Allemands, et comme c'était territorialement en France, ça ne pouvait pas être un évêque allemand. Donc c'était Monseigneur Roncalli qui avait vraiment qui portait le séminaire, et qui a aidé d'ailleurs aussi à la reconnaissance des diplômes du séminaire, parce que pour être un séminaire, il faut que les diplômes soient reconnus. Donc précurseur, on peut le qualifier de précurseur de la réconciliation franco-allemande, et est-ce qu'on peut même parler d'une forme de être pionnier de la construction européenne? C'est le trait serait trop fort, ou c'est très concrètement l'universalité de l'Église que vous évoquiez, qui a finalement participé à cette réconciliation franco-allemande? En 1998, Jacques Chirac écrit à Helmut Kohl, et il parle de pionnier dans sa lettre, ou de précurseur, je ne sais plus comment il le dit, en expliquant qu'en fait la réconciliation, c'est quelque chose de tous les jours, des petits pas, et que c'est en mettant des briques sur un mur que finalement on construit quelque chose, on fait un pont. Et Franz Stock a été l'un de ces passeurs qui a construit, qui a permis, mais ce n'est pas la seule initiative bien évidemment, mais c'était l'un de ces vecteurs qui a permis la réconciliation, et que la jeunesse allemande, parce que ces jeunes deviendront prêtres, garde un lien, une attache avec la France, et que finalement ils tissent des liens les uns avec les autres. Il a transformé des consciences allemandes à partir de la France. Est-ce qu'on connaît son rayonnement en Allemagne, j'allais dire au-delà du rayonnement qu'il a pu avoir en France, à Chartres? C'est difficile de le dire. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de rayonnement en Allemagne. Et d'ailleurs, il meurt oublié de tout le monde. Il meurt oublié de tout le monde. Des Français comme des Allemands. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'en Allemagne, il n'y a pas un rayonnement... Non, alors ce qu'on sait, c'est évidemment qu'il faut le dire, il meurt en février 1948. 48, oui. A priori d'une complication de fragilité cardiaque. Et en effet, c'est stupéfiant. Il est enterré dans un carré du cimetière de Thiers, où il avait lui-même accompagné des centaines de fusillés, en tout cas des dizaines de fusillés quelques années auparavant. Il a une tombe toute simple, une petite croix, etc. Et il est question à un moment que tout soit concaténé et que ces ossements soient dispersés. Donc il y a une intervention qui est faite, une petite cagnotte. Donc on va sanctuariser un tout petit peu sa tombe, mais qui reste très modeste, toujours à Thiers. Et c'est que dans les années 60, 64, je crois, je sais plus. C'est 63. 63,
que il sera translaté, si j'ose dire, c'est pas très joli, dans une église qui jouxte quasiment, je crois, le séminaire des Barbelés, l'église de Saint-Jean-Baptiste. Et là, il a une belle sépulture aujourd'hui. Et c'est là où on reconnaît son rôle beaucoup plus officiellement. Oui, mais enfin, ça reste quand même très modeste. Mais quand même, voilà, pendant presque 15 ans, il sera dans une modeste petite tombe creusée dans la terre. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un monument dans sa ville natale, une petite plaque sur sa maison. Il y a quelques éléments, mais c'est. Alors, par contre, il faut peut-être dire un mot de la question de la béatification. Potentielle, alors, je ne sais pas où on en est. En fait, j'ai contacté le postulateur de la cause qui m'a donné accès, ou qui m'a plutôt donné des accès à des archives, mais je ne sais pas du tout où en est la cause. Mais effectivement, il y a un procès de béatification qui est en cours. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau afin d'évoquer ce personnage absolument fascinant, un homme de conscience, en fait, et un vrai prêtre catholique, le séminaire des Barbelés, Alexis Neviaski, donc 1945-1947, Franz Stock, au cœur de la première réconciliation franco-allemande, un ouvrage paru aux éditions Artege. Guillaume Zeller, donc La baraque des prêtres d'Achao, 1938-1945, paru chez Talandier, disponible en poche, vous le voyez à l'écran, dans la collection texto, les éditions de poche des éditions Talandier. Et votre actualité littéraire, c'est ce personnage absolument magnifique, Violette Szabó de Londres à Ravensbrück, une espionne face au SS, un livre paru également aux éditions Talandier. Je veux signaler ce livre aussi, La liturgie dans les camps, un livre absolument magnifique. Je veux vraiment saluer cet ouvrage, un travail absolument remarquable, Célébrer la messe à Auschwitz, aux éditions Dussert. On y découvre le quotidien de ces hommes dans les camps, un nombre de sources absolument impressionnant, et aussi l'influence qu'a eu la guerre, l'influence qu'ont eu les camps dans la liturgie elle-même après-guerre. C'est absolument fascinant. La liturgie dans les camps, Célébrer la messe à Auschwitz, aux éditions Dussert. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Nous avons parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs émissions ont été consacrées à cette époque, donc n'hésitez pas à aller sur ktotv.com, et si vous êtes amoureux de l'histoire, rendez-vous sur storiavoce.com qui est notre partenaire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.